Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on parlera de l'impact de l'intelligence artificielle sur les avocats, avec Louis Degausse, associé gérant de KL Gates, également candidat au bâtonnat de Paris. On évoquera également la prise illégale d'intérêt pour les agents publics, avec Claire Roger Petit, avocate chez DEM. Et enfin, on parlera de l'accès aux données sur les bénéficiaires effectifs avec Maxime de Guillain-Schmitt, associé chez Veillejourde. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute ce Lex Inside et on va parler intelligence artificielle générative et son impact sur les avocats avec mon invité Louis Degausse, associé gérant du cabinet KL Gates et également candidat au bâtonnat de Paris. Louis Degausse, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors quand on parle intelligence artificielle générative aux avocats, il y a la crainte du grand remplacement. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les avocats? Alors moi je n'y crois pas du tout au grand remplacement des avocats, mais je pense qu'effectivement il va y avoir une translation d'activités et certaines activités vont bien sûr pouvoir être effectuées de plus en plus par l'intelligence artificielle. Je pense en tout premier lieu aux activités de recherche, puisque les outils dotés d'intelligence artificielle vont pouvoir faire des recherches de plus en plus approfondies et de plus en plus effectivement effectives, pour dire le mot. Donc pas de grand remplacement, mais il va falloir trouver d'autres activités pour les avocats. Alors, un autre sujet intéressant, c'est l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle sur les jeunes avocats, notamment ceux qui veulent lancer leur cabinet. Oui, ceux qui veulent lancer leur cabinet ou les jeunes avocats qui sont collaborateurs en cabinet, alors, c'est deux choses différentes, mais c'est la suite de ce qu'on vient de dire. Souvent, les jeunes avocats travaillent aux recherches, voilà, un petit peu le débroussaillage du dossier au départ. Et là, effectivement, l'IA va pouvoir faire ce travail. Je parle là des cabinets, des collaborateurs en cabinet. Bien sûr. Donc, effectivement, ça va avoir un impact de ce point de vue-là. Ça va avoir un impact aussi sur la formation du coup des jeunes. Mais il est vrai que, d'un autre côté, il va y avoir un travail de tri, il va y avoir un travail de sélection, il va y avoir un travail d'approfondissement à faire, parce que l'IA, il y a quelques années, pour prendre un exemple simple, il y a quelques années, dans un dossier, on avait 3 arrêts de cour de cassation d'un côté contre 3 arrêts de cour de cassation de l'autre côté, dans les bons dossiers déjà. Aujourd'hui, dans le même dossier, vous allez avoir 63 décisions d'un côté, 57 de l'autre, parce que ça va jusqu'au TJ de petites villes. Bien sûr. Et donc, il ne va pas y avoir de tri, il ne va pas y avoir de sélection. Et là, effectivement, les jeunes avocats vont devoir plus travailler certainement dans cet aspect-là, qui est un travail à plus forte plus-value que le simple travail de recherche. Pour les jeunes qui s'installent, en revanche, effectivement, c'est aussi un intérêt flagrant que de pouvoir bénéficier d'une aide comme l'IA documentaire, mais ça coûte de l'argent aussi. Bien sûr, c'est un investissement. Voilà. Alors, un autre sujet important, et vous l'avez un peu évoqué, cette intelligence artificielle va impacter les cabinets et notamment leur modèle économique. Quid alors du modèle économique du cabinet d'avocats? Oui, bien sûr, on vient d'en parler, ça coûte de l'argent. Donc ça va impacter le business model des cabinets, bon, qui sont déjà, j'allais dire malheureusement, mais par la force des choses, impactés par le prix de l'informatique, le prix de la documentation juridique. Donc ça va pas être non plus quelque chose de nouveau, mais ça va s'ajouter encore et encore. Donc là, effectivement, il y aura un impact de coût, mais d'un autre côté, il va y avoir un impact aussi, comme je l'ai dit, d'activité. Je ne pense pas, pour dire les choses simplement, que l'IA, contrairement à ce qu'on commence à croire, va réduire les factures d'avocats en réduisant les coûts sur les recherches. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en augmentant le volume des recherches, il va falloir avoir un coût de tri de ces recherches et de hiérarchisation de ces recherches et un réaménagement stratégique de ces recherches pour ce qui concerne le dossier.
L'IA fait pas ce tri-là pour l'instant. D'accord. Avec l'IA, le détail est important. Et donc, effectivement, on n'a pas forcément eh bien, la bonne catégorisation, la bonne hiérarchisation, comme j'ai Et dit, donc, des cette recherches. hiérarchisation, si je comprends bien, va Va pouvoir coûter être plus d'argent. valorisée? Oui. Bah oui, parce que va coûter effectivement plus d'argent. Avant, quand on faisait une recherche, y compris moi, quand j'étais étudiant dans les grandes tables qu'on tournait comme ça, ben, en fait, dans la recherche, on intégrait déjà la hiérarchisation et la sélection des D'accord. recherches. Alors qu'aujourd'hui, l'IA va donner tout pour être sûr de ne rien oublier, en fait. C'est ça l'effectivité de l'IA. Ne rien oublier, tout trouver qui corresponde. Mais alors après, justement, il va falloir effectivement trier et sélectionner ce qui est vraiment important, avec possiblement en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est une surveillance de l'IA. Bien sûr. L'IA peut, alors ça dépend des programmes, ça dépend de quoi on se sert, mais peut aussi, afin d'être plus effective, elle voudra toujours trouver ce qu'on cherche. Ce qu'on lui demande, elle va s'évertuer à le trouver, quitte à l'inventer. Et on l'a vu dans certains cas, et ça se voit, Elle invente des jurisprudences. elle peut inventer des jurisprudences pour plaire à son utilisateur qui lui demande trouve-moi une jurisprudence. Ah bah oui, elle va trouver, oui, ça c'est sûr. Mais ça sera Donc, peut-être pas une vraie jurisprudence. attention aussi Donc, aux résultats produits. Il peut y avoir des hallucinations, comme on dit, et donc ces hallucinations doivent être débusquées, et pour les débusquer, il va falloir revenir vers un professionnel du droit qui va dire non mais ça me paraît bizarre, le numéro de rôle n'a pas l'air d'être tout à fait réel, et on va débusquer effectivement l'hallucination. Ça veut dire aussi que l'avocat doit être formé à ces outils. Ça veut dire aussi que l'avocat doit être formé à ces outils parce que pour réduire l'hallucination, il y a deux moyens. Soit on fait travailler le moteur IA dans des bases de données dites fermées, ce que font de plus en plus les éditeurs juridiques pour dire du coup elle ne va pas inventer quelque chose, parce qu'on va lui donner un domaine fermé. Soit il faut former l'utilisateur à faire des prompts, c'est-à-dire une requête qui soit suffisamment précise, suffisamment effective pour que la réponse de l'IA soit tout aussi effective et réelle. Voilà. Et donc, là aussi, il y a une formation à utiliser l'IA. De même qu'il y a une formation à utiliser l'IA parce qu'il y a des problématiques de sécurité juridique ou informatique. Quand on parle de sécurité juridique avec les hallucinations ou des jurisprudences créées, très bien, mais il y a d'autres problématiques de sécurité, j'allais dire déontologiques, sur le respect du secret professionnel. Lorsque on pose une requête, un prompt à l'IA, cela part se disséminer dans des serveurs, notamment aux États-Unis. On ne sait pas trop où ça va, et ça revient avec de l'IA générative qui vont vous expliquer telle ou telle chose, vous exposer telle ou telle chose. Très bien, mais l'information, elle est partie ailleurs. Donc, attention à ce qu'on met dans les prompts. On ne va pas mettre les noms des clients, par exemple. Vigilance sur les données qui sont injectées comme ça dans les IA. Parce que les données qui sont injectées dans un éditeur juridique, on va dire, qui garantit qu'effectivement, c'est enfermé. Très bien, mais à un moment, si on veut de l'IA générative, il faut partir vers d'autres fournisseurs de cette IA générative qui sont ailleurs, qui sont aux États-Unis, et ça n'est pas garanti la sécurité. Pour finir, on a évoqué beaucoup d'impacts qui concernent les avocats directement. Qu'est-ce que ça va changer, selon vous, l'intelligence artificielle générative dans la relation des avocats avec leurs clients? Ce que ça va changer, c'est que les clients vont aussi être dotés d'IA. Alors peut-être pas les mêmes programmes, peut-être pas sur des documentations juridiques. D'ailleurs, je pense que là où il y aura le plus d'évolution avec l'IA, ça sera dans les logiciels ERP, un acronyme pour dire Entreprise Resource Planning, donc des logiciels plutôt de productivité que de documentation juridique. Ces logiciels-là, les clients les auront, nous les aurons, et ils auront aussi des logiciels de documentation juridique. Donc en réalité, je dirais assez paradoxalement, chacun va comparer avec le client, il va y avoir une nouvelle discussion de comparer quels sont les résultats que donne mon IA, moi au cabinet d'avocat, moi à la direction juridique chez le client. Et finalement, l'IA pourra peut-être nous amener à réintroduire de l'humain dans les discussions stratégiques, pour le coup,
qui vont s'instaurer entre le client et l'avocat. Bah, ce sera le mot de conclusion. On voit que les impacts sont nombreux de l'intelligence artificielle sur les avocats. Merci Louis de Gauss. Merci beaucoup Arnaud. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la prise illégale d'intérêt pour les agents publics avec mon invité Claire Roger Petit, avocate au sein du cabinet DEM. Claire Roger Petit, bonjour. Bonjour Arnaud. La prise illégale d'intérêt des agents publics soulève de nombreuses questions juridiques et on va voir que cette notion évolue. Mais avant de voir son évolution, qu'est-ce que la prise illégale d'intérêt des agents publics ? Alors d'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Et la prise illégale d'intérêt pour les agents publics en fonction, ce qui la distingue du délit dit de pantouflage, c'est le fait pour un agent public, donc ça peut être un maire, un ministre comme on l'a vu l'année dernière, mais aussi un directeur des impôts, de prendre, de recevoir ou de conserver un intérêt dans une opération ou une entreprise à laquelle, dont il a la charge au moment de l'acte. La charge de la surveillance, de l'administration, du paiement, de la liquidation. En pratique, ça va être par exemple un maire qui va participer à une délibération d'un conseil municipal, qui va voter l'octroi d'un marché public à une entreprise dans laquelle il a un intérêt parce qu'il va être le gérant de cette entreprise ou ce sera l'entreprise de son épouse, de son fils. D'accord. Alors, on voit bien maintenant ce qu'est cette notion de prise illégale d'intérêt pour les agents publics, mais comment la jurisprudence de la chambre criminelle a-t-elle fait évoluer cette définition ? Alors, déjà, c'est une définition textuelle qui est très large parce que c'est une prohibition générale qui est faite aux agents publics, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du droit français. Et la chambre criminelle a élargi le champ de l'infraction, tout d'abord en neutralisant l'élément moral et intentionnel de l'infraction, en considérant qu'il découlait nécessairement de la démonstration de l'élément matériel. Et sur cet élément matériel, elle a élargi également particulièrement la notion d'intérêt, en considérant que ça pouvait être un intérêt personnel de l'agent public ou non, c'est-à-dire que ça peut être un proche qui est concerné ou même une connaissance seulement, que l'intérêt pouvait être matériel de l'argent ou aussi moral. Et il y a eu deux jurisprudences vraiment frappantes. Une première qui a fait de cette infraction une infraction qu'on dit formelle, c'est-à-dire que la chambre criminelle considère que le seul soupçon, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a eu un abus de fonction, même si l'intérêt n'a pas été satisfait, même si au final l'intérêt n'a jamais été reçu par l'agent public, suffit à condamner. Et une deuxième jurisprudence qui est dite de la convergence des intérêts. Enfin, convergence d'intérêts, c'est en l'absence de conflit d'intérêts, quand l'intérêt privé de l'agent public est égal à l'intérêt public, ou en tout cas n'est pas contraire à l'intérêt public, on doit quand même condamner. Alors, est-ce que vous avez des illustrations pour bien comprendre ces jurisprudences ? Alors, justement, dans le cadre de la convergence d'intérêts, c'est une jurisprudence de 2008 qui a été la première à poser ça, et c'est une jurisprudence qui est importante à évoquer aujourd'hui, parce que c'était le cas de 3 élus locaux qui avaient participé à des délibérations ou des votes d'un conseil municipal pour l'octroi de subventions à leurs associations, et la Cour de cassation avait dit qu'il fallait condamner. Sauf que ces associations, ils y siégeaient ès qualité, ce qui veut dire par application de la loi. Donc ils n'avaient aucun bénéfice à l'octroi de ces subventions, et surtout cet octroi avait bien évidemment été voté dans le strict intérêt des communes. Donc c'est vraiment ça, une jurisprudence qui a fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre, et dans le cas d'une infraction formelle, c'est-à-dire un maire a souhaité, par exemple, octroyer un marché public à une entreprise dont le gérant était une connaissance. Finalement, l'entreprise ne va pas obtenir le marché public. Donc, l'intérêt n'est pas satisfait. Tout à fait. Et finalement, il y a quand même une condamnation. Alors, que pensez-vous justement de cette évolution jurisprudentielle ? Alors, je pense que j'ai déjà un peu trahi mon avis par ma présentation, mais je suis assez défavorable à cet élargissement. C'est le cas, je pense, de la majorité des pénalistes, en tout cas de Margot Mathieu et Florentin Facon aussi au cabinet. Faut comprendre que c'est une politique de répression qui concerne tant
la caractérisation de l'infraction que les peines prononcées. Et c'est vraiment une singularité française. On n'a pas le temps de l'évoquer aujourd'hui, mais le rapport Sauvé en 2011 avait dressé un comparatif des pays de l'OCDE. Et il y a vraiment une sévérité française particulière qu'on peut saluer d'un certain point de vue en termes de probité, mais qui crée des décisions ubuesques. Donc celle que je viens de vous exposer sur les élus siégeant ès-qualité, c'est quand même assez grave de les condamner. En plus, je pense que vraiment en pratique, ça va freiner l'action des agents publics qui vont être très frileux à participer. C'est une jurisprudence qui est déconnectée à la réalité de ce qu'est l'action publique, enfin l'action publique dans le sens administratif. Et en plus, un dernier point, c'est que il y a des juges du fond qui vont être très favorables à cette sévérité, alors que d'autres vont être plus frileux sur cette jurisprudence. Et donc, on va avoir une rupture d'égalité devant la loi, devant les tribunaux, parce que certains juges vont appliquer cette sévérité, tandis que d'autres vont relaxer. Bon, c'est assez rare, mais dispenser de peine éventuellement. Alors justement, pour essayer de contrecarrer cette jurisprudence, il y a eu des tentatives de QPC. Qu'est-ce que ça a donné ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de tentatives de QPC, mais il n'y en a eu que 2 qui ont été transmises par les cours d'appel à la chambre criminelle. C'est des jurisprudences de 2014 et de 2017 qui portaient principalement, enfin même presque, que sur la question de la convergence d'intérêts et le fait que réprimer des comportements qui n'étaient pas contraires à l'intérêt général en l'absence d'intérêt contraire à cet intérêt public était du coup... porter atteinte aux principes constitutionnels. En 2014, il y avait aussi un point qui portait sur le caractère formel et la chambre criminelle a balayé ces QPC en disant qu'elle n'avait pas de caractère sérieux et refusé la transmission au Conseil constitutionnel. Dans l'affaire Guérini aussi, sur laquelle j'avais travaillé aux côtés d'Hervé Temim, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, on avait soulevé une QPC parce qu'il y avait une particularité dans l'espèce où l'acte qui avait été pris par le conseil départemental, la décision à laquelle avait participé Jean-Noël Guérini, avait été dicté par un acte administratif du préfet, ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique. Donc c'était un acte qui était dicté et par l'intérêt général et par l'utilité publique, ce qui excluait tout intérêt privé. Et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, pareil, a refusé la transmission, évidemment. Alors, au-delà de la jurisprudence, il y a eu aussi une réforme en 2021 qui a modifié les termes de la loi. Quels changements ont été apportés ? Alors, c'est en fait les termes d'intérêt quelconque, qui sont les termes qu'on retrouve depuis 1992 dans le Code pénal, ont été remplacés par intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'agent public. Ça change quoi, du coup ? Alors, c'est justement la grande question. Il ressort des travaux parlementaires qui ont débuté, il y a eu des tentatives de réforme successives depuis 2008, qu'il y a une volonté vraiment du législateur de restreindre le champ de l'infraction et de revenir à un conflit d'intérêts. C'est débattu, mais vraiment, ça ressort des travaux, ça ressort des 3 rapports aussi, Sauvé, Jospin et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Comment cette réforme a été accueillie de manière générale ? Il y a eu 2 écoles. Une première école qui pensait que ça allait révolutionner l'infraction avec un retour au conflit d'intérêts pour pouvoir en plus réaligner la jurisprudence judiciaire avec la jurisprudence administrative qui, en matière de recours pour excès de pouvoir, annule les actes administratifs qu'en cas de conflit avéré d'intérêt. C'est un peu l'école des positifs dont je faisais partie. Une autre école qui considérait que c'était qu'une précision de la loi et que ça n'allait rien changer. Simplement, les juges allaient devoir mieux caractériser la compromission de l'agent public. D'accord. Pour finir, quelles sont les tendances de la jurisprudence sur cette question ? Alors, la chambre criminelle a donné raison à cette seconde école, hélas, parce qu'en avril 2013, elle a rendu un arrêt qui portait sur la question d'un conflit de loi dans le temps et a vraiment considéré expressément que les dispositions nouvelles étaient équivalentes aux dispositions anciennes. C'était assez critiquable parce qu'en plus, elle avait pris le temps d'évoquer la volonté du législateur sur l'ancienne loi, mais pas sur la nouvelle. Et on attendait notamment l'arrêt Guérini. Oui. Et en mars 2024, son pourvoi, en tout cas sur l'aspect action publique, a été rejeté. D'accord. Donc, on reste sur cette jurisprudence de 2023. Pour l'instant, mais j'espère que ça va changer. Bon, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.
On va parler de l'accès aux données sur les bénéficiaires effectifs avec mon invité Maxime de Guillenschmidt, associé chez Veiljourde. Maxime, bonjour. Bonjour Arnaud. L'accès aux données sur les bénéficiaires effectifs soulève de nombreuses questions juridiques, notamment au regard des droits fondamentaux. On va en parler ensemble, mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif ? Un bénéficiaire effectif, c'est toujours une personne physique et c'est la personne qui détient ultimement une société. Ça veut dire que c'est la personne qui a plus de 25% du capital ou du contrôle d'une société, que ce soit directement ou par l'interposition d'autres sociétés. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est toujours une personne physique. D'accord. Quelles sont les sociétés concernées par la déclaration de ces bénéficiaires effectifs ? Alors depuis relativement longtemps, toutes les sociétés immatriculées en France doivent déclarer qui sont leurs bénéficiaires effectifs, y compris lorsque vous avez une société française qui est détenue par une société étrangère, D'accord. qui elle-même est détenue par une personne physique étrangère. La société française doit déclarer son bénéficiaire effectif, qui est la personne étrangère. Alors aujourd'hui, qui a accès aux données sur les bénéficiaires effectifs ? Alors l'évolution est intéressante puisque sous le régime de l'ancienne directive de 2015, tout le grand public avait accès au registre des bénéficiaires effectifs. Ça veut dire que sur Internet, il y avait le nom des propriétaires in fine des sociétés. Et puis en 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie pour une affaire luxembourgeoise, mais qui s'applique à toute l'Europe, sur l'accès à tout le public des bénéficiaires effectifs. Et la Cour a jugé qu'il y avait une atteinte au droit à la vie privée et au droit à la protection des données personnelles, et que cette atteinte n'était pas légitime, parce que les objectifs poursuivis, qui étaient la lutte contre certaines infractions, ne nécessitaient pas que tout le monde ait accès au registre des bénéficiaires effectifs. Depuis cet arrêt de la Cour de justice, la 6e directive anti-blanchiment a été adoptée en mai 2024, et elle prévoit désormais que l'accès aux bénéficiaires effectifs est réservé aux autorités publiques, évidemment, c'est l'administration pour les enquêtes, aux établissements de crédit, c'est-à-dire les banques qui prêtent de l'argent et qui doivent savoir à qui elles prêtent de l'argent et d'où viennent les fonds, et puis aux sociétés qui exercent leur devoir de vigilance et qui doivent savoir avec qui elles contractent. Il y a une dernière catégorie qui est la catégorie qui pose a priori le plus de problèmes, ou en tout cas qui fait le plus parler. Ce sont les journalistes et acteurs de la société civile. D'accord. Pourquoi vous estimez que cette catégorie pose problème ? Elle pose problème parce que vous n'ignorez pas qu'on a un petit flottement institutionnel en France depuis quelques mois. Tout à fait. Et la directive a prévu que les acteurs de la société civile, c'est-à-dire les associations, les journalistes, qui étaient engagés dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment, pouvaient avoir accès, ce qui est légitime parce que ça permet de dénoncer des scandales. Mais comme il n'y a pas eu de transposition en droit français, parce que nous n'avons pas eu de parlement de cette directive, on a simplement un communiqué du ministère des Finances de la fin du mois de juillet qui n'utilise pas cette expression d'acteurs civils ou de journalistes qui sont actifs dans la lutte contre le blanchiment et la corruption, mais elle définit une catégorie un peu plus large qui sont les acteurs engagés dans la transparence financière. Alors la transparence financière, c'est beaucoup plus large que le combat contre la corruption et le blanchiment de capitaux. La transparence financière, c'est savoir qui a quoi. Alors que répondez-vous justement à ceux qui veulent une plus grande transparence financière ? Je réponds qu'on doit, comme dans tous les cas où il est question de droits fondamentaux, faire un contrôle de proportionnalité. Pourquoi est-ce qu'on peut porter atteinte aux données personnelles et à la vie privée en divulguant à certaines personnes la propriété de certaines sociétés? C'est pour combattre la corruption, le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Est-ce qu'on a besoin que n'importe quelle personne ait accès aux données des bénéficiaires effectifs pour combattre cela? Non, parce que c'est la mission de l'État. Ça peut être éventuellement la mission des journalistes spécialisés, mais pas de n'importe qui. Aujourd'hui, avec la façon dont est rédigé l'accès aux bénéficiaires effectifs issus de ce communiqué, tout journaliste ou tout blogueur qui établit, par exemple, un classement des grandes fortunes, qui établit un mapping des sociétés et des détentions de sociétés pour des aspects concurrentiels, peut accéder à ces informations, et je pense que c'est dangereux, puisque
ça n'est pas justifié par l'objectif d'intérêt général qui est de lutter contre les infractions les plus graves. Quelle serait la bonne définition, entre guillemets, le bon cadre juridique pour les bénéficiaires effectifs? Le cadre juridique, ce serait déjà qu'il y en ait un, puisqu'aujourd'hui, on parle d'un communiqué, donc il n'y a pas de décret, il n'y a Bien pas de sûr, loi. il n'y a pas de transposition de la donc directive. ça peut susciter des difficultés. Mais aujourd'hui, les registres publics ont un formulaire qui est assez large, où il suffit de présenter son activité pour avoir accès. Il faudrait que ce soit beaucoup plus restreint et qu'il y ait un vrai contrôle pour être certain que les demandes qui sont faites sur les bénéficiaires effectifs sont bien faites dans le cadre d'une enquête sur des actes soupçonnés de le blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. D'accord. Vous avez parlé de contrôle de proportionnalité tout à l'heure, mais comment concrètement on peut concilier la transparence financière avec cette protection des droits fondamentaux que vous avez évoqués? C'est une balance, et la transparence financière, il faut faire attention à transparence financière et lutte contre certains objectifs dans le but d'objectifs d'intérêt général que peuvent être la lutte contre le terrorisme ou le blanchiment de capitaux. La transparence financière, ça n'est pas un objectif. On n'a pas besoin de savoir exactement combien gagne son voisin, s'il est propriétaire de telle ou telle société. On en a besoin si on est dans une démarche de lutte contre des infractions les plus graves. Donc il faut pouvoir faire ce contrôle et dire il est nécessaire pour la lutte contre certaines infractions les plus graves que certaines personnes y aient accès. Ça ne doit pas être remis en cause. L'État, les banques, les sociétés qui ont un devoir de vigilance, mais pas n'importe qui. Donc on doit définir l'équilibre, et quand la loi sera enfin débattue au Parlement, il faudra bien calibrer cet accès pour qu'il n'y ait pas un empiètement illégitime sur le droit à la vie privée, le droit à la protection des données personnelles. Alors aujourd'hui, justement, cette question n'est pas dans l'agenda des parlementaires. Vous pensez qu'ils vont s'en saisir dans les semaines à venir et qu'il y a vraiment une nécessité qu'ils s'emparent de ce sujet? Il est indispensable qu'il y ait une nécessité qu'ils s'en emparent, parce que, à défaut de cela, il va y avoir des données qui vont être données à des journalistes, alors qu'ils ne seront pas légitimes, ou des blogueurs, ou des personnes qui sont des associations, mais qui ne poursuivront pas un but qu'on appelle légitime, et donc qui auront accès à des données. Et donc il y aura une infraction au droit au respect de la vie privée, une infraction à la protection des données personnelles, et donc des actions en justice. Donc, s'il n'y a pas de légifération sur le sujet, il y aura des actions en justice et des juridictions qui vont sanctionner ces personnes-là. Comment vous voyez justement, pour finir, l'évolution du contentieux sur ce sujet? Il y a une vraie possibilité de contentieux sur ce sujet? Il y a une vraie possibilité. Il faudra probablement attendre que des informations sur les bénéficiaires effectifs soient utilisées à des fins non légitimes. Par exemple, des articles. Par exemple, imaginons un magazine qui établit un classement des grandes fortunes et qu'elle utilise les données qu'elle a obtenues sous prétexte de lutter contre le blanchiment de capitaux, alors qu'en fait c'est uniquement pour faire le voici de la finance, c'est-à-dire dire qui sont les plus riches. Il est possible que certaines de ces personnes disent non, vous avez utilisé des données que vous n'aviez pas le droit d'avoir. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Insight sur Be Smart for Change.